Sous-programme et piles. Donc on va s'intéresser ici à l'étude des sous-programmes et surtout les mécanismes qui permettent de mettre en œuvre ces sous-programmes. Et par voie de conséquence, on s'intéressera à la pile. Allez, c'est parti. Donc, cas général, au niveau du processeur, on a un code qui est toujours forcément une boucle infinie. Dans ce code, on s'aperçoit qu'on a souvent des zones qui sont appelées, utilisées plusieurs fois. Plusieurs fois, on a le même code utilisé. Donc il est évident que dans la mémoire, on ne va pas non plus remplir la mémoire de cette manière-là, parce que ça voudrait dire que on se retrouve avec 3 fois le code de calcul dans la mémoire, donc ça prendrait énormément de place. Et puis en plus, ce serait quand même très difficile à gérer, notamment au niveau maintenant. Si on fait une modification du code de calcul, il faudra bien faire attention, par exemple, que ces 3 codes de calcul-là soient bien modifiés. Donc pour cette raison, on fait toujours en sorte de ce code de calcul, on va le mettre une seule fois en mémoire, et en fait, par exemple du code A, on va aller faire un saut pour aller exécuter le code de calcul, et quand on aura terminé l'exécution de ce code de calcul, on reviendra exécuter le code B, qui était, vous voyez, on avait bien la succession, code A, puis code calcul, puis code B. Et pareil, par exemple, du code C au code D, on avait au milieu le code de calcul, donc du code C, on va aller appeler le code de calcul, fait exécuter le code de calcul, et ensuite on va revenir pour exécuter le code D. Donc maintenant on va se poser la question, comment est-ce qu'on va mettre en place ces sauts? Donc la première idée qui vient à l'esprit, c'est à la fin de mon code A, je vais mettre une instruction de saut vers mon sous-programme de calcul. Puisque le code de calcul, lui, il est logé à une adresse, je connais parfaitement la première adresse de mon code de calcul. Donc aussi bien pour ce saut ici, que ce saut ici ou ce saut ici, il suffira que je spécifie l'adresse du code de calcul. Donc dans ce sens-là, tout se passe bien. Par contre, c'est au niveau du retour qu'on va avoir des soucis. Parce que si on veut utiliser un jump, donc à la fin du code de calcul, mettre un jump, on aura un problème parce que quand on a appelé ce code de calcul depuis le code A, l'adresse de retour, il faudrait qu'on fasse un jump vers cette adresse de retour ici. Et si on appelait le code de calcul depuis le code C, il faudrait que l'adresse de retour, ce soit en fait l'adresse du début du code D. Donc vous voyez bien que déjà pour le retour, le jump, c'est pas possible. Donc c'est pour cette raison qu'on a mis en place un nouveau jeu d'instructions, en quelque sorte, 2 instructions qui s'appellent call et ret. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ce call et ce ret? Quand on va faire un call, en fait on va sauvegarder l'adresse de retour, c'est-à-dire qu'on va sauvegarder l'adresse du début du code B. Donc on va la mettre quelque part. Ce quelque part, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. On va aller mettre dans le pointeur de programme donc l'adresse du code de calcul. Donc on va exécuter le code de calcul. Et quand on va arriver à la fin du sous-programme, avec cette instruction ret, l'instruction ret proprement dit va nous permettre de retrouver notre adresse de retour. Donc, comme là on aura mis l'adresse, quand je vais l'appeler du code A, je vais stocker l'adresse de retour qui correspond au début du code B. Quand je vais trouver mon ret, je vais retrouver l'adresse de début du code B, donc je vais bien me retrouver exécuté ici. Et quand on sera par exemple au code C, quand je vais faire un call vers le sous-programme de calcul, je vais stocker l'adresse du retour qui va correspondre à l'adresse du début du code D. Et quand je vais faire un ret, je vais bien retrouver l'adresse du début du code D. Donc, vous voyez que c'est avec le couple call et ret qu'on va pouvoir mettre en place les sous-programmes. Donc stockage de l'adresse de retour et donc à la fin du sous-programme, retour automatique vers l'adresse de retour. Donc maintenant on va se poser la question, mais comment est-ce qu'on fait pour stocker cette adresse de retour? Donc la première idée qui pourrait venir à l'esprit, c'est de se dire, je vais dans la structure interne du microcontrôleur, je vais mettre en œuvre un registre particulier, donc un registre plutôt 16 bits, qui va nous permettre, à chaque fois qu'on va faire un call, on va stocker dans ce fameux registre de 16 bits l'adresse de retour. Donc on imagine ici, donc dès que j'appelle le sous-programme, je stocke mon adresse de retour dans ce fameux registre que j'appellerai registre adresse retour. J'exécute et quand j'arrive ici, je trouve un ret et le ret il va aller chercher l'adresse de retour dans ce registre. Donc on voit bien que là, dans ce cas de figure, ça marcherait très bien. Par contre, ce qu'on pourrait objecter, c'est que le 8051, il n'a pas l'air de contenir de registre, de ce type de registre. Et puis après, on va se poser très vite la question sur le cas des sous-programmes imbriqués.
Dans ce type d'organisation, hein, on a des sous-programmes qui appellent d'autres sous-programmes. La solution du registre unique stockant l'adresse du retour est complètement impossible. Donc là, il faut plutôt raisonner en termes d'une petite zone mémoire qui va être réservée pour stocker ces adresses de retour. Donc, si on passe ici à cette solution, effectivement, donc vous voyez qu'on a une petite zone mémoire et à chaque fois, on va stocker les adresses de retour pour les sous-programmes. Quand j'appelle le sous-programme A, je stocke l'adresse de retour, par exemple ici. Ensuite, quand j'appelle le sous-programme B, je stocke mon adresse, etc., etc. Donc après, ben, éventuellement, il faut aussi gérer, c'est-à-dire qu'il faut se souvenir dans quelle case mémoire j'ai stocké cette adresse de retour. Donc ça veut dire qu'il faut mémoriser, en quelque sorte, l'adresse qui contient l'adresse de retour. Et on se retrouve de nouveau avec le même problème. On va se retrouver avec une série d'adresses à conserver. Par contre, on peut remarquer au niveau du stockage de ces adresses que le parcours, on n'a pas besoin d'avoir un accès aléatoire. On n'a pas besoin d'aller chercher cette adresse-là ou celle-ci, parce qu'en fait, il y a un ordre. On a d'abord stocké l'adresse de retour A, puis ensuite on a stocké l'adresse de retour B, ensuite l'adresse C, et après on a parcouru le chemin en inverse, c'est-à-dire qu'on a d'abord eu besoin de l'adresse de retour C, puis celle de B, puis celle de A. Donc on s'aperçoit que pour gérer cette mémoire, un accès séquentiel suffit. Cet accès séquentiel va être géré grâce à une organisation mémoire particulière, une organisation en piles. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de connaître ces adresses-là. La seule information dont on aura besoin, c'est une information qui nous dira quel est le sommet de la pile. C'est-à-dire que quand je vais vouloir mettre quelque chose dans cette pile, je vais la mettre au sommet de la pile, et donc je vais avoir cette information qui va me dire à quel endroit je vais pouvoir la stocker. Et de la même manière, quand je vais vouloir récupérer quelque chose dans la pile, c'est ce pointeur-là qui va aussi me dire à quel endroit je vais pouvoir récupérer l'information. Hein, donc on a une pile de type LIFO, last in, first out, c'est-à-dire que la dernière information que j'ai posée dans la pile, c'est la première que je vais récupérer. Et donc là, dans notre cas d'appel de sous-programme imbriqué, eh ben cette organisation de type LIFO nous convient parfaitement, puisque la dernière information que j'aurai stockée, ça sera mon adresse de retour, par exemple mon adresse de retour suite à l'appel du sous-programme, SPC, et la première information dont j'aurai besoin, donc ça sera justement cette adresse de retour, une fois que je serai sorti du sous-programme C, et ainsi de suite. Dans l'architecture 8051, la pile va donc être utilisée pour stocker des adresses de retour, hein, quand on va faire des appels de sous-programme ou lors de l'exécution de programmes d'interruption. Mais on aura aussi des instructions qui permettront hein, de stocker des informations dans la pile et puis aussi de les récupérer. Donc la pile dans le 8051 ne peut se trouver que dans l'espace mémoire IDATA et pas ailleurs. Et on a donc à notre disposition un pointeur hein, qui s'appelle bien évidemment pointeur de pile, stack pointer, et il est dans l'espace mémoire SFR. Donc c'est ce pointeur qui à tout instant va nous donner la position du sommet de la pile. Donc le pointeur de pile, il pointe toujours sur la dernière case occupée par la pile. Par contre, à tout instant, on n'a aucune information, c'est indiqué ici, sur quel est le nombre d'octets dans la pile. Ça, on ne le sait pas, on a simplement l'information du sommet de la pile. Donc si on décide à un moment donné de changer la valeur du pointeur de pile hein, avec une instruction, ça revient à quelque part à déplacer la pile, mais on déplace simplement le pointeur, le contenu de la pile n'est pas déplacé. Donc avec la manipulation du pointeur de pile, elle peut être très dangereuse puisqu'on peut perdre complètement le contenu de la pile. Analysons maintenant une instruction de saut vers un sous-programme. Donc, on va analyser l'instruction long call adresse 16, hein, c'est-à-dire que c'est un appel de sous-programme et on passe comme opérand une adresse sur 16 bits, donc l'adresse du sous-programme. Donc, on a représenté ici le contenu de la pile avant l'exécution de cette instruction et on a représenté ici le contenu de la pile après exécution de cette instruction.
Donc ici on a représenté toutes les opérations qui sont réalisées par le processeur durant l'exécution de ce long call adresse 16. Donc la première chose que le processeur va faire, c'est qu'il va incrémenter le pointeur de programme. Et il l'incrémente de 3, tout simplement pour pointer sur l'instruction suivante. Alors 3, parce que ce long call adresse 16, il a besoin d'un octet pour le code d'exécution du long call, et de 2 octets, hein, donc l'adresse du sous-programme dans l'espace mémoire code, c'est une adresse 16 bits, donc 2 octets. Donc 1 plus 2 égale 3. C'est pour cette raison que le pointeur de programme est incrémenté de 3. Ensuite, il va incrémenter le pointeur de pile. Donc le pointeur de pile, à l'origine, était sur 7D, donc il s'incrémente, il passe à 7E. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller stocker dans la pile, donc les doubles parenthèses, hein, donc ça veut dire qu'on va stocker dans l'adresse mémoire dont l'adresse est contenue dans le pointeur de pile, on va stocker le poids faible l'octet de poids faible, pardon, du pointeur de programme. Ensuite, on incrémente de nouveau le pointeur de pile et on va passer cette fois-ci l'octet de poids fort du pointeur de programme. Donc comme le pointeur de programme il avait été incrémenté de 3, il pointait sur l'adresse qui était juste derrière le long call, donc on va bien ici stocker l'adresse de retour, puisque quand le programme va revenir, on va l'exécuter, l'instruction qui sera placée juste derrière le long call. Et une fois qu'on a bien mis notre adresse de retour en pile, on va aller mettre dans le pointeur de code à l'adresse qu'on a passée en opérant ici. Voilà tout ce qui est réalisé durant un call. Ensuite, autre instruction, donc parfois quand on veut stocker temporairement des informations dans la pile, on va utiliser le push. Donc le push s'utilise avec un adressage direct. Donc adressage direct, ça veut dire que on ne peut pousser en pile que le contenu de cases mémoire qui sont dans l'espace mémoire data. Donc j'ai repris ma pile telle que je l'ai laissée précédemment et on va regarder ce qui se passe, quel est l'état de la pile après un push. Donc le push, qu'est-ce qu'il fait? Incrémentation du pointeur de pile et on va stocker dans la pile à l'adresse pointée par le stack pointer le contenu de la case mémoire dont l'adresse a été spécifiée ici. Donc je l'ai représenté ici par cette parenthèse. Donc j'ai le contenu de la case mémoire dont l'adresse avait été placée ici. Voilà. Supposons que maintenant la pile est dans cet état, hein, elle contient ça, et je vais faire, j'ai une instruction de retour de sous-programme. Donc cette opération de retour de sous-programme, elle est censée faire quoi? Elle est censée récupérer au sommet de la pile un octet et le mettre dans le pointeur de code, dans le pointeur de programme, sur la partie haute du pointeur de programme. Ensuite, on décrémente le pointeur de pile et on récupère toujours pareil, hein, on va récupérer dans la pile un octet et on va le mettre dans le pointeur de programme sur la partie basse. Et on décrémente de nouveau la pile. Ce qui fait que là, si j'exécute en quelque sorte cette suite d'opérations, donc je récupère cet octet qui est ici, hein, donc là je suis au sommet de la pile, à chaque fois, hein, c'est le pointeur de pile nous indique le sommet de la pile, je récupère cet octet qui est ici, je le mets dans le pointeur de code, ici, ensuite je décrémente mon pointeur de pile, donc il va aller pointer ici, je récupère cet octet, et je le mets dans le pointeur de code sur la partie basse. Et ben, on voit que mon pointeur de code actuellement, il va contenir une adresse, mais qui n'a rien à voir avec une adresse de retour. Donc attention quand on va utiliser le RET, il faut aussi qu'on ait quelque part, comment dirais-je, que la pile contienne les bonnes informations. Et visiblement, comme on a fait un push précédemment, on est allé mettre un octet ici qui a provoqué une incrémentation du pointeur de pile. Et si le RET arrive juste derrière ça, je récupère ces deux octets. Le RET va considérer que ces deux octets constituent l'adresse de retour. Il va mettre tout ça dans le pointeur de programme. Et on va faire en retour. Hein. Donc après, on va vraiment mettre ces deux octets constituent l'adresse de retour. Et l'adresse, elle est complètement fausse. Et donc là, on aura un plantage. Voilà. Donc ce qu'il aurait fallu faire, au lieu de mettre un RET tout de suite, c'est avant même de mettre un RET, c'est d'avoir une instruction pop, qui allait donc, le pop fait exactement le contraire du push. Le pop, comme c'est indiqué ici, il va aller stocker dans la case dont l'adresse a été spécifiée comme opérande ici, il va aller stocker
il va les mettre pardon, dans cette case mémoire, le contenu de la case mémoire pointé par le pointeur de pile. Donc à ce stade, le pointeur de pile contenait 80, donc il va aller récupérer l'information qui est ici, et il va aller la mettre dans la case mémoire dont l'adresse est ici. Et donc ça provoque aussi un dépilage du pointeur de pile. Donc quand le RAID va s'exécuter, le pointeur de pile pointant sur cette F, il va bien aller récupérer partie haute du pointeur de programme, il va la mettre ici, et ensuite il va récupérer la partie basse pour la mettre ici. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, à la fin du RAID, le pointeur de programme contient bien l'adresse de retour qui était celle qu'on avait vraiment stockée au départ. Ce chapitre consacré à la découverte des mécanismes pour gérer les sous-programmes est à présent terminé. Prochaine vidéo, analyse d'un petit programme avec des appels de sous-programmes imbriqués.